Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alsace 20, une heure d'information, une heure de direct et d'actu régionale. Vera Bossiac nous rejoindra dans quelques instants avec son invitée, elle est community manager chez Ultima et elle s'appelle Sarah Lucena, c'est l'invitée du soir. Delphine Vespizer va nous emmener, regardez bien, en forêt. Elle nous propose tout simplement d'entourer les arbres avec ses bras, c'est de la sylvothérapie. Lionel, ça fait du bien là, voilà. Elle est en forme. Lionel Fan, secrétaire général de l'Alliance du Cœur, et nous parlera de la Journée du Cœur à Strasbourg. Le thème cette année, le cœur et le diabète. Et enfin, Alain Kleinbeck prépare une grande soirée samedi de mars, grande soirée country pour l'association Strasbourg Amitié USA. Avant cela, c'est le JT Anna Britz. Bonsoir à tous. Dans ce JT, nous reviendrons sur les nombreux rassemblements contre l'antisémitisme qui se sont tenus hier soir dans toute l'Alsace, comme ici en image à Strasbourg. Vous êtes peut-être concernés par le recensement cette année. À quoi ça sert et comment ça marche? Nous avons suivi un agent dans sa tournée à Mulhouse. Et puis, se retrouver dans un train à l'arrêt sans information, ça vous est peut-être déjà arrivé. Eh bien, cela ne devrait plus, en tout cas dans les TER Grand Est. Un programme d'amélioration de l'information voyageur est en cours de développement. Hier soir, de nombreux rassemblements se sont tenus dans toute l'Alsace pour dire non à l'antisémitisme. Reportage Place de la République à Strasbourg, Camille Roland et Fanny Kunz. L'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, il est l'affaire de la nation tout entière. Nous portons dans le débat public des orientations différentes. Mais nous avons en commun la République. Et jamais nous n'accepterons la banalisation de la haine. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des Français à se réunir dans toutes les villes de France pour dire ensemble non, l'antisémitisme, ce n'est pas la France. Ils sont citoyens, élus, membres de la communauté juive, croyants ou athées. Ils se sont tous rassemblés hier soir à l'invitation de partis politiques. Sur la place de la République, environ 2000 personnes se sont retrouvées pour une courte cérémonie. Une présence pour s'engager et dire non à l'antisémitisme. Je suis profondément triste de ce qui se passe dans notre pays. Je suis solidaire envers la communauté juive. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité d'être là et de dire non à l'antisémitisme. C'est utile de montrer qu'il y a du monde qui est contre l'antisémitisme plutôt et qui est là. Dans un monde où on voit beaucoup de violences gratuites, eh ben moi je me lève contre ça et j'ai envie de le dire. Comment ne pas participer à un tel rassemblement en ce moment précis? Je pense que lorsqu'on s'attaque à une communauté, on s'attaque à l'humanité dans son ensemble. Les rassemblements, ça montre que les gens sont ensemble et qu'ils sont dans la même pensée et qu'on ne peut pas diviser les gens. J'ai tenu à être là pour mes enfants surtout, parce que j'ai des enfants qui ont 20 ans et 23 ans. Et je pensais qu'ils allaient vivre dans un monde sans cette haine-là ou sans haine du tout. Et quand il y a tous ces actes antisémites qui se renouvellent et ces relents nauséabonds qui viennent tout près de chez nous ici, aujourd'hui encore, ça fait vraiment très mal au cœur et je me dis, que fait-on de notre mémoire ? Cette mémoire a été rappelée avec les mots de Louis Aragon et de Simone Veil. Des jeunes ont prononcé des textes des deux auteurs, des extraits qui dénoncent l'antisémitisme à leur époque. Sur la rampe, tout proche d'ici, les hommes, les femmes, les enfants, brutalement débarqués des wagons, étaient en effet sélectionnés en une seconde, sur un simple geste des médecins SS. Mengele s'était ainsi arrogué droit de vie et de mort sur des centaines de milliers de juifs qui avaient été persécutés et traqués dans les coins les plus reculés de la plupart des pays du continent européen. S'il y a eu prise de parole, elle n'a pas été politisée. Pas de slogan ni de bannière politique. Une simple écharpe tricolore était de mise pour les élus des 14 partis politiques mobilisés.
C'est important aussi que ce mouvement soit porté d'abord par des partis et des mouvements politiques de gauche et de droite, et de manière parce que l'antisémitisme, ce n'est pas qu'une question pour les juifs, ou ce n'est pas qu'un problème pour les juifs, c'est un problème des citoyens français face à ce déchaînement de haine. C'est important que dans ces moments forts, que la solidarité et la fraternité s'expriment. Nous sommes à Strasbourg, nous sommes dans une ville qui a été marquée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons une histoire assez dure. Donc c'est important que les Strasbourgeois, que les Barinois fassent un message d'espoir. On a atteint aujourd'hui un stade de l'horreur qui n'est plus tolérable. Et on se doit de réagir. Alors on se doit de réagir en montrant qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est le cas de ce soir. Mais la deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver des réponses judiciaires adaptées à ces choses-là, parce que ce n'est plus tolérable. Une cérémonie qui s'inscrit dans un contexte lourd, alors que la journée a été marquée par la profanation du cimetière juif de Quatzenheim, avec 96 tombes taguées de croix gammées et d'inscriptions. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu au cimetière l'après-midi pour adresser un message de fermeté contre les actes antisémites. Un message relayé par le préfet de la région, présent hier soir également. C'est un rassemblement contre l'antisémitisme qui a frappé, une fois de plus, ce que nous faisons là. Montrer que nous sommes droits, républicains, que nous promouvons nos valeurs, que nous les enseignons à nos enfants, et que dans ce pays, il n'y a pas place pour la croix gammée. Tandis que les cloches de la cathédrale résonnaient, la foule s'est tue pendant une minute de silence. Un moment de recueillement clôturé par l'hymne national. Et puis au lendemain de la profanation du cimetière juif de Quatzenheim, l'enquête se poursuit. Les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg ont été rejoints aujourd'hui par des experts de l'Institut de recherche criminelle venus de Paris. Dans le reste de l'actualité, c'est la fin pour les cahiers de doléances mis en place dans les mairies dans le cadre du grand débat national. Ils doivent maintenant être transmis aux préfectures et sous-préfectures. Dans le Bas-Rhin, 202 communes ont mis à disposition de leurs citoyens des cahiers. Dans le Haut-Rhin, elles étaient 257, soit 70% des communes du département. Ces cahiers vont être ensuite transmis à la Bibliothèque nationale de France pour être analysés au niveau national. Les citoyens pourront néanmoins continuer à s'exprimer sur le site internet dans le cadre de débats. 115 réunions ont été organisées ou sont planifiées d'ici au 15 mars dans le Bas-Rhin, 60 pour le Haut-Rhin. Se retrouver bloqué dans un train à l'arrêt, sans aucune information, ça vous est probablement déjà arrivé si vous êtes un utilisateur régulier des TER. Eh bien, cela ne devrait plus se produire dans le Grand Est. Le président de la région a demandé à la SNCF de mettre en place un programme d'amélioration de l'information aux voyageurs. Adeline Piron. À 2 pas de la gare, il s'active et pianote. Chaque jour, depuis un mois, des agents SNCF et des community managers renseignent les usagers du TER Grand Est via un compte Twitter. Objectif ? Être au plus proche des voyageurs pour pouvoir les informer, notamment en cas de panne ou d'accident. On répond aux questions en pool des clients donc qui viennent directement en public et en privé demander pourquoi il y a une suppression, pourquoi il y a un retard, si on peut augmenter la température dans un train par exemple. Voilà. Un compte ouvert suite à de nombreuses plaintes des usagers réguliers qui manquaient d'informations lors de perturbations. Alors le président de la région Grand Est a demandé à la SNCF de mettre en place un plan d'action pour améliorer l'information voyageurs. Répondre aux attentes des usagers en termes d'information, c'est déjà un devoir de service public. Quand il y a un retard, quand il y a un incident, quand il y a une information, quand il y a un train qui est supprimé, je crois que nous avons aujourd'hui la nécessité d'en informer celles et ceux qui utilisent ce service public. S'il est le plus rapide et intuitif, Twitter n'est pas le seul canal de communication. Des bornes interactives existent à Obernai, Toul et Épernay. Un programme global a été mis en place pour mieux répondre aux usagers. Aujourd'hui, la totalité de la région Grand Est est couverte. Dans chacun de nos centres opérationnels, à Reims, à Nancy et à Strasbourg, on a des personnes qui alimentent, qui sont à la source de l'information et qui permettent d'expliquer à l'ensemble des clients ce qui se passe en cas de situation perturbée. Et côté voyageurs, ça donne quoi ? J'ai une application SNCF sur mon téléphone qui fonctionne une fois sur deux à peu près. Généralement, j'ai les informations de perturbation juste au moment où j'arrive à la gare. Donc ouais, ça pourrait être un peu mieux niveau information. Ça m'est déjà arrivé que sur le site de la SNCF, je vois un train et puis j'arrive devant la gare et puis il n'y avait pas de train.
Donc j'ai dû attendre une demi-heure toute seule dans le froid. Hier, il y avait un train en panne sur les voies, donc j'étais averti. Bon, j'avais 1 heure de retard, et puis ce matin, pareil. Le train, il avait 16 minutes de retard, donc avant de prendre le train, je consulte le téléphone et puis je vois s'il est en retard ou pas. Question de confort et pratique, la SNCF se veut plus proche de ses clients. Elle espère une meilleure satisfaction. En 2018, 91% des voyageurs occasionnels se disaient satisfaits, contre 75% pour les voyageurs quotidiens. Peut-être avez-vous été concerné par le recensement cette année. Date de naissance, moyens de locomotion, profession, plusieurs informations sont demandées lors du passage d'un agent. Comment se déroule le recensement et à quoi sert-il? Réponse avec Marine Zis qui a suivi ce matin un agent de recensement à Mulhouse. Début de journée pour Patrick, et c'est avec du soleil qu'il poursuit la tournée des logements qu'il doit recenser. Personne. Et donc là, du coup, c'était la combienième fois que vous... Là, ça sera la... ben, c'est simple, là, chaque passage est noté. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça sera là, c'était la 9e. La campagne se termine ce week-end, voilà pourquoi Patrick a déjà passé plusieurs fois à cette adresse. Il ne lui reste d'ailleurs plus que 13 logements à recenser avant samedi. Et le voilà chanceux après quelques portes restées fermées. Bonjour, ville de Mulhouse, pour le recensement. Patrick remplit même les documents avec certains habitants pour être sûr que le dossier soit bien complété et renvoyé en mairie. Comme lui, 20 agents sillonnent la ville depuis le 17 janvier. Lorsqu'une commune compte 10 000 habitants ou plus, le recensement a lieu tous les ans. C'est le cas à Mulhouse. Chaque année, la collecte se déroule auprès d'un échantillon de 8% de la population. Ça nous permet aussi de réajuster les besoins qu'il peut y avoir au sein d'une commune. Nous avons une population très jeune à Mulhouse par rapport à beaucoup d'autres zones de la région Grand Est. Et ça nous permet aussi d'avoir des indicateurs par rapport aux besoins qu'il peut y avoir dans les écoles, les collèges, voire les lycées, et pouvoir ajuster de la sorte. C'est l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui fournit le résultat du recensement. La ville de Mulhouse a obtenu hier les chiffres au 1er janvier 2019 qui correspondent au nombre d'habitants recensés en 2016. On dénombre ainsi 110 468 Mulhousiens cette année-là. L'enseigne strasbourgeoise Gagao a fait son entrée dans l'univers des coffee shops. Après 2 ouvertures à Strasbourg et plusieurs escales en conteneurs dans différentes gares en France, Gagao exporte son concept chocolaté bio et artisanal à Paris. Nora Bouriois. Métro, boulot, Gagao, voici le leitmotiv de l'enseigne strasbourgeoise à Paris. Implanté dans la gare RER Châtelet-Les Halles depuis septembre, ce point de vente permet aux voyageurs franciliens de déguster ces boissons sur leur trajet. Alors Châtelet, il faut savoir que c'est la plus grande gare d'Europe, c'est 800 000 passagers par jour, c'est le cœur dans tous les sens du terme de Paris. C'était l'ancien marché, l'ancien Rungis qui faisait manger les Parisiens, qui est devenu un centre commercial, qui est une zone très très dense. Donc c'était intéressant pour nous de démarrer au cœur de Paris. On a ouvert à la gare TGV de Strasbourg, donc on a tous les Strasbourgeois qui prennent le train pour Paris, qui cherchent une boisson chez nous. Et on voulait être à l'autre bout du TGV et s'installer à Paris. Voilà. Lancé à Strasbourg en 2014 par le pâtissier chocolatier Stéphane Gross, Gagao a pour ambition de démocratiser le chocolat chaud. À la carte, on retrouve les mêmes produits qu'en Alsace, bio, artisanal et équitable. Les laits, les poudres de chocolat sont de toute façon fabriqués dans notre atelier à Strasbourg par nous-mêmes. La différence, c'est que le café est à Paris torréfié par un torréfacteur parisien et à Strasbourg par un torréfacteur strasbourgeois. Et on a fait quelques adaptations pour, disons, un tout petit peu cibler la gamme sur des produits phares à Paris. Il y a peut-être 2-3 produits en moins par rapport à Strasbourg, mais c'est vraiment minime. Aujourd'hui, Gagao compte une vingtaine de salariés et prévoit le recrutement de 15 à 20 personnes supplémentaires pour ses prochaines ouvertures en mars à Paris et en mai à Strasbourg. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane.
C'est en Alsace, à Blotzheim, que se déroulera le samedi 4 mai prochain l'élection Ink Girl France 2019. Il a pour but d'élire la plus belle femme tatouée de France. Mais son objectif est également de casser les codes des Miss traditionnelles et de faire évoluer les mentalités dans le monde du travail et de la mode. 15 candidates seront en lice, mais bizarrement, pas de Ink Girl alsacienne. C'est Cynthia qui aura la charge de représenter tout le Grand Est. Voilà, c'est très beau, ça vous plaît ? Merci beaucoup Anna pour l'information. Place au plateau Anne d'Alsace 20, Vera Bossiac, venez nous rejoindre, suivi par Sarah Lucena, son invité Lionel Phan pour la Journée du Cœur à Strasbourg, c'est vendredi, et Alain Kleinbeck, vice-président de l'association Strasbourg Amitié USA. On va parler de toutes vos actualités. Juste avant, on va quand même s'intéresser au temps en Alsace. Vous avez quand même remarqué qu'il fait plutôt beau. C'est parti. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Wacken du 22 au 25 février. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien c'est un jeudi comme on les aime. Alors certes dans votre matinée, quelques passages nuageux si vous êtes du côté de Niederbronn ou encore du nord jusqu'au centre de la région du Bade-Württemberg. Partout ailleurs, le soleil sera déjà bien généreux. Les valeurs dans votre matinée, eh bien 5 degrés, ce sera la minimale du côté de Niederbronn, 6 degrés de Saverne à Strasbourg, vous retrouvez ces 6 degrés du côté de Mulhouse, 7 ce sera la maximale en Alsace du côté de Colmar, 7 degrés on les retrouve du côté de Bâle, 8 degrés la maximale cette fois-ci à Fribourg et 6 degrés du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien beaucoup de soleil, profitez-en bien et les valeurs, eh bien elles sont quasiment estivale, 16 degrés, ce sera la maximale en Alsace si vous êtes dans le Haut-Rhin, 15 degrés à Strasbourg, 13 du côté de Saverne, 14 à Wissembourg, on passe les frontières, 13 degrés du côté de Karlsruhe, 14 à Kiel, 15 si vous êtes à Fribourg et 16 à Pratten. Votre journée de vendredi est bien toujours très ensoleillée et des valeurs qui iront jusqu'à 15 degrés dans votre après-midi. En ce jeudi, nous célébrons les pierres d'Amiens. Le soleil se lèvera à 7h26 pour nous dire au revoir à 17h59. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Wacken du 22 au 25 février. Et on parle à présent de la Journée du Cœur à Strasbourg. Ce sera ce vendredi. Bonjour Lionel. Bonsoir Lionel. Ça me fait toujours bizarre d'appeler quelqu'un Lionel. Lionel Phan est avec nous, secrétaire général de l'Alliance du Cœur. Vous êtes également le président de la coordination des transplantés d'Alsace-Lorraine. Quelques chiffres, maladie cardiovasculaire, deuxième cause de décès en France après les cancers. Absolument, c'est une hécatombe. Et cette année, l'Alliance du Cœur, c'est pour la 6e année consécutive, organise donc sa traditionnelle Journée du Cœur, qui se décline à Strasbourg, pour place de la Bourse, pour son ouverture, et également dans 9 autres villes de France. Alors je m'attendais à voir des maladies liées au cœur, et en fait la thématique cette année, c'est cœur et diabète. Absolument, puisque plus d'un patient cardiaque sur 2 est diabétique, et on découvre ce diabète et ses comorbidités, effectivement, suite à un accident cardiaque aigu. Par des problèmes cardiaques, on découvre le diabète. Absolument, tout à fait. Et puis, l'inverse est également vrai. Et il y a un peu plus de 4,5 millions de personnes en France qui sont diabétiques. Et donc, c'est un réel problème de santé publique. Hommes et femmes touchés de la même façon sur le diabète ? Absolument, tout à fait. Alors, on a le diabète de type 1 qui représente à peu près 10% des patients malades, qui est plutôt le diabète, qui est le diabète juvénile, et puis le diabète de type gras, qui est le diabète de type 2, qui se développe avec l'âge et qui engendre effectivement des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes nerveux, donc des atteintes neuropathiques et des atteintes, on va dire, cardiovasculaires qui peuvent être sévères. Profondes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme conseil ? Est-ce qu'on va parler d'alimentation, d'exercice ? Alors tout à fait. Alors ce qu'on va pouvoir entendre surtout, c'est une conférence par le professeur Michel Pinger, qui est un grand spécialiste, et fondateur du C2ED. Absolument, le centre d'études du diabète à Strasbourg, et qui va nous apporter son éclairage sur les dernières techniques, les dernières recherches, puisqu'on a les moyens de combattre cette maladie. Ce n'est pas parce qu'on est diabétique que c'est la fin du monde, mais il faut prendre soin de soi. Et donc, le professeur Pinger va effectivement nous décliner un certain nombre de conseils
en relais avec des diététiciennes qui seront là également pour nous apporter leurs conseils diététiques, parce que manger, c'est aussi un plaisir, voilà, et avant tout un plaisir, il faut que ça reste un plaisir, mais c'est vrai que quand on est diabétique, il faut aussi être raisonnable et informer le public. Voilà, c'est des bons conseils qui sont donnés. Autres maladies qui sont assez souvent évoquées dans cette journée du cœur à Strasbourg, c'est la 6e édition déjà. Tout à fait, 6e édition. Oui. C'est l'hypertension artérielle, ce sont des choses comme cela. Ce sont des choses comme ça qui, quand on est diabétique, ont on va dire, majorent le risque d'atteinte vasculaire et d'atteinte cardiaque, avec, on va dire, un fort risque d'accident vasculaire. Donc, si vous voulez, tout est lié. Et le patient qui est diabétique et qui s'ignore, parce que c'est un mal qui est sournois, qui est silencieux pendant des années, peut à terme avoir des soucis on peut arriver jusqu'à l'amputation. Donc c'est vraiment, ça peut être dramatique pour celui qui ne s'écoute pas. Ouais, c'est une pandémie le diabète, il y en a de plus en plus. Avec l'inactivité, avec les téléphones portables en Chine, il y a une explosion de ces enfants qui ne bougent plus de leur fauteuil. Et notre cible, justement, ce sont les patients plus jeunes, voilà, les patients sédentaires, parce que les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Alors, il y a, entre guillemets, la malbouffe, mais il y a la sédentarité. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner les clés à tout un chacun pour éviter le premier accident. C'est de la prévention primaire. On va éviter ce pépin, et si d'aventure on a quand même fait un pépin, on va pouvoir être conseillé, aiguillé, et on n'est pas tout seul. On rappelle que tous les diabétiques ne sont pas cardiaques, n'ont pas de problème Absolument, cardiaque. tout à fait. Non plus. Un petit mot sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Chaque année, il y a comme ça un panel de maladies que vous mettez en avant. L'AVC, ça se prévient pas, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, on ne peut pas faire grand-chose si on peut éviter effectivement un certain nombre de choses comme le tabagisme, l'alcool à outrance, effectivement. On va dire que tout est bon mais à dose raisonnable. Voilà. L'activité physique qui reste meilleur allié, tant sur le plan vasculaire que sur le plan diabétique. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses et on encourage vraiment les gens à faire de l'activité physique. Mais par contre, c'est vrai que très souvent, c'est le chaos, c'est un petit peu le Big Bang. Quand on a un problème de ce type, quand l'AVC effectivement arrive, on a parfois des drames qui se lient. Donc, on met en lumière effectivement année après année un certain nombre de risques cardiovasculaires, de comorbidités, c'est comme ça qu'on les appelle. Comorbidités, voilà. Et donc on essaye justement d'informer le plus possible les patients pour qu'ils soient acteurs de leur traitement. C'est vraiment la première chose à faire. Donc cœur et diabète, on vous a montré aussi quelques images comme ça de réanimation. Tout à fait. Il y a toujours ces mannequins que vous allez exposer. Exactement, et puis les gens pourront se familiariser avec les gestes qui sauvent, ça c'est très important aussi, et puisque on a quand même un certain nombre de relais, de défibrillateurs qui sont à disposition du grand public, qu'on ne sait pas toujours utiliser, alors que c'est très simple, mais vraiment il faut que les gens soient de plus en plus formés à ces gestes qui sauvent. Voilà, ça sera ce vendredi 22 février, ça sera à la place de la Bourse à Strasbourg. Elle fait du sport, elle a une super alimentation et en plus elle est fun, c'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors avec nous ce soir, Sarah, elle est Community Manager pour une enseigne de luxe à Strasbourg que vous connaissez tous. Il s'agit d'Ultima. Bonsoir Sarah. Bonsoir Vera. Alors justement, une enseigne comme ça de luxe qui est déjà connue, est-ce qu'elle a besoin de communiquer sur les réseaux sociaux ? Alors oui, aujourd'hui c'est vraiment indispensable d'être présent sur les réseaux sociaux. On a même la plupart de nos marques qui gèrent elles-mêmes leur compte et qui postent régulièrement des publicités. Donc pour nous, oui, c'est indispensable d'être actif, de constamment poster des nouveaux contenus. Comment est-ce qu'on fait alors pour gérer l'image, tant l'image justement qui est quand même excellente dans le luxe, que la relation cliente qui est très particulière à ce secteur via finalement tout cet univers digital ? Alors l'enjeu, ça va être d'essayer de reproduire l'expérience boutique, ce qui est vraiment c'est assez difficile à réaliser. Après, ce qui est sympa avec les réseaux sociaux, c'est d'obtenir quand même une proximité parce qu'il y a un échange qui va se créer. On ne va pas seulement uniquement poster des photos, on va également répondre à des commentaires, liker un commentaire, liker des posts aussi de nos abonnés, en suivre certains, répondre à des messages. On a de plus en plus de personnes qui vont nous poser des questions pour savoir s'il y a tel ou tel produit, si on vend telle ou telle marque. Donc il y a vraiment une réelle interaction qui est créée grâce aux réseaux sociaux.
Et finalement, vous allez pouvoir, par exemple, retrouver un client avec qui vous avez communiqué, un nouveau client ou un client fidèle. Tout à fait. C'est une et de nouvelle plus en manière, plus, on a beaucoup, grâce au réseau, avec le fonctionnement des hashtags, des personnes des quatre coins du monde qui vont nous écrire pour savoir si on a telle marque. Donc il y a des personnes qui nous écrivent depuis le Japon, depuis l'Australie, depuis vraiment de partout. Donc, et quel type d'action, justement, est-ce que vous mettez en place pour fidéliser votre communauté ? Alors, on utilise depuis l'année dernière des influenceurs. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir une grosse communauté sur les réseaux, des blogueurs, qui vont tout simplement poster des produits, parler de nos marques. On l'a également utilisé pour le lancement de notre site internet, donc ultima-mode.com, en décembre dernier. Donc là, on a choisi cette influenceurs locaux qui ont du coup fait des posts, parlé du lancement du site, choisi des produits qui pouvaient leur convenir. On fait également des événements, on participe à différents événements avec des défilés, avec des partenaires. Donc on essaye vraiment d'être un peu sur tous les fronts, tout en utilisant les réseaux sociaux. Facebook et Instagram. Les deux. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les deux réseaux vont avoir une cible différente. On a remarqué que sur Facebook, on va avoir une tranche d'âge plus élevée. On va pas être sur du 15-25 ans, mais plutôt au-dessus. Et sur Instagram, on est vraiment sur un public très jeune. Donc on oriente vraiment nos posts, c'est-à-dire qu'on ne va pas poster toujours la même chose sur les deux. Il faut vraiment veiller à ça. Et vu qu'on peut vraiment cibler via les réseaux sociaux, est-ce qu'on a encore besoin de passer par des médias, si on peut dire classiques, l'affichage, la presse, est-ce que vous faites encore ça ? Alors, on utilise encore effectivement la presse avec des publicités tout simplement, Ultima, dans les magazines. Après, c'est vrai on a mis le focus sur les réseaux sociaux et sur la participation à des événements au niveau local, parce qu'on trouve ça plus intéressant, ça permet d'avoir, comme dit, une proximité, de pouvoir échanger, parce que les influenceurs, c'est quand même un plus, ils vont vraiment échanger avec leur communauté. Donc ça permet vraiment de créer des relations. Et vous organisez également beaucoup d'événements. Quel est le prochain événement ? Alors justement, le prochain événement a lieu jeudi 28 février, donc c'est en partenariat avec le Sofitel. Ça fait depuis 2015, on organise des after-work, donc appelés So Ice. Le concept, c'est vraiment de venir se faire plaisir et de découvrir l'univers Ultima. Donc d'ailleurs, inscrivez-vous, c'est encore l'occasion de venir. Comment on peut faire pour Vous pouvez aller sur l'événement Facebook, donc c'est Afterwork So Ice. Donc cette édition est sous le thème de la Norvège et de la laine, donc cocooning. Sortez vos beaux pulls et puis venez à notre rencontre. Et en plus, je crois que la météo est plutôt clémente, donc voilà notez l'adresse, inscrivez-vous et venez voir le défilé. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui. Autre actualité, Vera. Alors attention Lionel, il y a de l'innovation dans la mode. Alors vous vous souvenez, je vous parlais des Schlopp bananes, on peut voir l'image. Voilà, ça c'était il y a quelques temps. Ils sont allés beaucoup plus loin puisqu'ils ont aujourd'hui proposé les Crocs bananes qui ont été lancés par Crocs et Pizza Slime. Alors attention, ne plaisante pas, l'accessoire coûte quand même $300. C'est fabriqué à la main en édition limitée à Los Angeles, avec des petits charms pour la personnalisation, tout ça. Et à ce prix-là, évidemment, on n'a qu'une seule Crocs, on n'a pas la paire. À $300. À $300. Sérieux ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Sarah ? On pourrait retrouver ce produit chez Ultima un jour ? Je ne pense pas. On n'est pas sûr. De la com, quoi. Oui, après, c'est un coup de com. Mais bon, la marque Crocs, non, peut-être pas dans nos magasins. Mais après, l'idée... est original. Le coup de cœur à présent. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est cette pâtissière absolument incroyable qui a plein de talent. Ses gâteaux sont aussi beaux que bons. C'est Mozart Froster qui fait du cake design et des cupcakes. Alors elle réalise vos projets les plus gourmands à Strasbourg, donc vous pouvez lui passer commande. Elle aime bien les challenges. Et si vous avez envie de surprendre vos proches, retenez bien sa page Instagram, c'est Mother-Froster. Allez voir ce qu'elle fait, ça va vous donner faim tout de suite, je vous préviens. Et elle est basée dans le Bas-Rhin, sur Strasbourg. C'est ça. Merci beaucoup Vera, en tout cas ça donnait envie. À suivre Alain Kleinbeck dans un petit instant. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association Strasbourg Amitié USA et que là vous allez apprendre à faire des danses en ligne et peut-être enverrez-vous vos enfants aux États-Unis, c'est juste après ça. Alain Kleinbeck est l'invité de 24 heures en Alsace pour une soirée très festive. Vous êtes le vice-président de l'association Strasbourg Amitié USA. Que va-t-il se passer ? On a le temps, c'est dans 15 jours, c'est le samedi 2 mars. Tout à fait. Notre soirée annuelle américaine avec la country comme ligne de conduite qui nous sera un peu initiée par Ingrid et Alain qui sont du Let's Dance à Marmoutier.
un superbe repas préparé par Frédéric, le chef de l'ancienne douane. Naturellement, pour faire un peu contrebalancer la politique aux États-Unis, des spécialités mexicaines, avec des ribs. On aime bien la provocation. Bah oui, on est comme ça, quoi. Des ribs, des wings, du chili con carne, voilà. Il n'y aura pas de mur, évidemment. Non, là, il n'y aura pas de mur. Au contraire, on va casser tout ça. Voilà, c'est la soirée annuelle. Quelle est la vocation de cette association Strasbourg Amitié USA? Cette association qui va fêter cette année ses 10 ans a pour but d'envoyer des jeunes enfants scolarisés de la 4e en terminale aux États-Unis en immersion dans des familles, de générer aussi des stages de théâtre avec des professeurs américains l'été, sur 3 semaines, à chaque fois une semaine. Ça, c'est les images qu'on voit là, où il y a tous ces jeunes qui voilà, se ça déplacent. c'est des soirées américaines avec les jeunes qui partent aux États-Unis. Là, c'est à Wilmington, dans la high school, où les enfants sont donc en immersion et vont passer quelques jours aussi bien en classe. Avec, dans des familles américaines dans aussi. les familles américaines et en classe, dans ces écoles, pour vraiment s'immerger de la culture américaine. Et comment ça se passe alors par rapport aux échanges sportifs, culturels? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, ici à Strasbourg, on fait uniquement ces stages de théâtre où ils vont faire du chant, du théâtre, de la diction avec ces professeurs. Et aux États-Unis, ils sont donc en immersion totale avec les familles et ils vont vivre comme un Américain. Ils vont être considérés comme leur enfant. Donc, ils vont aller en cours, ils vont aller faire les courses, ils vont manger avec la famille, ils vont aller faire des visites. Voilà, ils vont vivre pleinement la vie d'un Américain pendant ces 15 jours. 15 jours, ce qui permet déjà de bien se baigner dans, Oui, dans la musicalité de la Et puis langue. tout à fait, c'est de prendre ce contact avec ces familles. Et aujourd'hui, on a, depuis 10 ans, on a des enfants qui étaient partis 1 ou 2 fois, qui retournent automatiquement dans ces familles-là pour continuer cette relation. Alors, il y a une grande soirée country, je vous l'ai dit, avec de la danse en ligne. Vous allez me dire si vous êtes un bon danseur. Regardez les images. Là, franchement, il y a du monde. C'était les images de l'an passé. Tout à fait. Ça fait maintenant 8 ans qu'on fait cette soirée américaine et elle a du succès. Alors c'est très convivial la danse country, hein. Je veux dire, c'est comme le carnaval en Allemagne, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de hiérarchie, on se met tous l'un à côté de l'autre, on fait les pas comme on peut. Et donc, si Sarah ne sait pas le faire, vous pouvez lui apprendre. Ah mais tout à fait, mais c'est vraiment dans la bonne ambiance, hein. Voilà, on n'est pas tous des spécialistes, mais il y a un engouement pour la danse en ligne. Oui, mais c'est parce que c'est cette ambiance, quoi. C'est cette atmosphère que va générer le mot country. C'est vraiment l'Amérique profonde et c'est voilà, la convivialité dans son plus simple mot. Ah pareil, ça c'est donc le samedi 2 mars et vous organisez également, on va en dire un petit mot, des stages d'été qui se passent au FEC, c'est fin juin et juillet. Théâtre, chant, professeur américain uniquement? Uniquement professeur américain. On a donc les membres de l'association qui participent aussi pour aiguiller les enfants. Mais en tout cas, ça a beaucoup de succès et voilà, on vous demande de vous inscrire. C'est l'Actor Studio. Pour en profiter. Alors les premiers jours c'est difficile, mais à la fin les enfants sont vraiment ravis. Comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer l'association? Alors vous pouvez taper sur Monsieur Google, hein, tout simplement Strasbourg Amitié USA. Vous allez avoir toutes les informations. Adhérer à l'association. Et ensuite, vous allez avoir toutes les informations et la possibilité d'envoyer vos enfants aussi aux États-Unis. Un petit mot quand même sur le coût, l'argent. Envoyer ses enfants aux États-Unis, ça coûte des billets d'avion, ça coûte des choses. Comment est-ce que vous financez ça? Alors déjà, les parents ne payent que le billet d'avion qu'on a négocié avec les compagnies aériennes et l'assurance. Le reste est totalement pris en charge, soit par les familles américaines, soit par le biais de cette soirée américaine où on récolte les fonds par la tombola et ainsi de suite, où nous on finance le reste. Donc en moyenne, c'est entre 1 200 et 1 300 euros le voyage de 15 jours aux États-Unis pour un enfant. Voilà, pour le voyage d'une vie, c'est une vraie aventure. Hein. C'est une très belle aventure humaine. Voilà, exactement. Et on rappelle que s'ils ont un président qui est un petit peu zarbi, le pays est tout à fait exceptionnel. Les gens sont vraiment très ouverts et ils ont vraiment plaisir à accueillir. Voilà, ça se passera donc ce 2 mars, c'est un samedi. Samedi soir, samedi 2 mars, 19h30. à Strasbourg, Amitié USA, au restaurant L'Ancienne Douane. Et vous avez le site pour répondre à la question de Vera pour vous inscrire et inscrire vos enfants. Allez, il nous reste 2 petites minutes. On va terminer avec vous, Lionel Pfan, l'Alliance du Cœur. Vous êtes également le président de la coordination des transplantés d'Alsace-Lorraine. Beaucoup de personnes transplantées dans notre région. On a des chiffres. Alors, on a des chiffres surtout nationaux.
nationaux. D'accord. Alors, au niveau national, il y a environ 22 000 personnes qui attendent un organe et on en greffe un petit peu moins de 6 000. Et il y a environ 800 personnes qui décèdent sur liste d'attente, donc faute d'avoir eu un don, voilà. Alors, la dialyse, c'est très bien quand on a une maladie rénale. On peut effectivement pallier et attendre effectivement le don. Mais par contre, le foie, le cœur, les poumons, c'est vrai que là, dans ces cas-là, on a un fort déficit. Et il faut encore se prononcer. Il faut vraiment dire, il faut prendre position. Parce que, quelque part, on laisse aussi la porte ouverte. Si on est donneur si on est d'organes. donneur, qu'on soit pour ou contre, Oui, il faut c'est vraiment ça. prendre position. Il y a un C'est- site ça, c'est- internet de toute façon Absolument, sur lequel tout à fait. on peut se déclarer. Et si on ne se déclare pas, c'est qu'on est donneur. C'est qu'on est officiellement donneur. Voilà, tout ce à qui est fait. plutôt une bonne Ce qui est chose. Une bonne chose. Après, et puis- je peux comprendre que philosophiquement ou par des questions d'éthique, Absolument. les gens ne le fassent pas, mais Absolument. s'ils ne sont pas allés sur le site, c'est qu'ils sont C'est donneurs. qu'ils sont présumés donneurs. Voilà, tout je à ne suis fait. pas allé sur le site. Eh ben voilà. Voilà, et on va Très bien. terminer avec la thématique cœur et diabète. Rappelez-nous l'importance de venir prendre de l'information à cette journée du cœur. 20 Alors, secondes. capital, il faut vraiment prendre soin de son cœur, de ses artères. Et quand on est diabétique, ça prend tout son sens. Vraiment, c'est important de venir nous voir parce que vous aurez des conseils avec des gens super sympas, de bons spécialistes. Et puis, on culpabilise personne, on fait de l'information et de la prévention primaire. Merci beaucoup Lionel Fan. Merci Alain Kleinbeck. Grande soirée country le 2 mars. Bonne route Community Manager Ultima. Là, on va vous suivre un peu sur Facebook et Insta. Merci beaucoup Vera. Merci à tous. Dans un instant, le magazine Au cœur de l'Europe. Avant cela, Delphine Vespizer. Salut Pinanter et bienvenue à Bulle. Aujourd'hui, nous vous accueillons avec Géraldine dans la forêt parce que Géraldine, toi ta passion, ce sont les arbres et l'énergie qu'ils transmettent. Ça s'appelle la sylvothérapie. La sylvothérapie. Comment est-ce que ça t'est venu? Je pense que j'ai toujours eu un lien à travers, depuis toute petite, grâce à mes grands-pères et autres, un lien vraiment fort avec la forêt et les arbres. C'était toujours pour moi un lieu de refuge et de consolation aussi et de créativité. Vraiment, ça m'a toujours été très bénéfique. Ça a développé un côté artistique puisque tu as commencé aussi à modeler de la terre. Ça a été pour moi, je pense, une manière de m'enraciner, de m'ancrer davantage. J'ai besoin d'aller à toucher quelque chose de palpable que je pouvais du coup transformer et embellir. Voilà, vraiment donner vie à travers la terre. Bon, en tout cas, sans être encore initiée, Géraldine, merci beaucoup de m'avoir amenée ici parce que je me sens déjà très très bien. Super. Et bien du coup, allons expérimenter. Allez, les petits exercices, C'est parti. on vous montre. Juste pour t'expliquer un petit peu finalement qu'est-ce qu'est la sylvothérapie. Sylvothérapie vient de sylva, c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler sylvathérapie, mais non, sylvothérapie. Sylva veut dire bois ou forêt. D'accord. Voilà. Et c'est une méthode du coup pour, à travers les 5 sens, pour finalement améliorer sa santé et son bien-être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous hyper connectés avec nos téléphones. Ça produit des ions positifs, négatifs à notre santé. Et quand on va aller en forêt, les arbres rejettent des ions négatifs qui sont juste super pour nous. Exactement, qui sont bénéfiques pour nous. Ils vont les sécréter grâce au vent et le frottement des feuilles et des branches. Mais il n'y a pas que ça. En fait, les arbres sécrètent également des molécules volatiles. D'accord. Ils s'appellent les phytoncides et les terpènes. Les phytoncides sont simplement une molécule qui va leur permettre d'éloigner les champignons et les parasites pour se protéger. Et les terpènes vont être d'autres molécules odorantes, ce qu'ont fait les huiles essentielles. D'accord. Voilà, différentes choses. Et ben du coup, elles vont par contre permettre soit d'attirer, soit de repulser et de communiquer entre eux à travers justement ça. Et ça, on va l'inhaler. Exactement, on va l'inhaler et ça va passer par notre voie cutanée. Aussi, donc directement dans le sang. Exactement, et du coup, grâce aux Japonais qui ont pu prouver que les bienfaits se font immédiats au bout d'une demi-heure. Ça agit sur notre cerveau et nous diminuons les hormones de stress. Et du coup, nous nous sentons naturellement mieux. Voilà pourquoi.
Il y a une personne qui est très importante pour toi dans ta vie, bien sûr c'est ton chéri, Absolument. parce que au-delà d'être en couple, vous êtes vraiment connectés. Je le surnomme comme être mon chêne en fait, et je pense que c'est vraiment auprès de lui que j'ai pu pendant 26 ans m'asseoir et faire mes propres racines, me permettre d'acquérir cette force et d'être aujourd'hui, je pense, l'arbre que je suis, si on peut symboliser de cette manière-là. Et nous partageons cet amour de la nature et également cet amour pas d'utiliser, mais de permettre à travers la nature de se reconnecter et d'accompagner les gens à être mieux avec eux-mêmes. Il faudrait prendre le temps en fait d'aller au moins une fois par semaine, non? Minimum une fois par semaine, prendre le temps de marcher et d'être en contact, de respirer, de sentir, de toucher. Et puis profiter aussi de ce silence où il y a des sons malgré tout et pas du bruit. Tout à fait, c'est ça. Et les sons sont bénéfiques pour nous, ils nous font aussi diminuer les hormones de stress. Merci beaucoup Géraldine pour cette immersion. Je ne verrai plus jamais la forêt de la même manière. Et nous, on se dit Maroscuette et à bientôt. Je vais t'inviter simplement à les toucher. Tu peux y mettre les deux mains et sentir. Tu peux même les mettre sur ta joue pour sentir aussi voilà, quel effet ça fait. Tu remercies bien, tu les prends hop, et tu vas les mâchouiller. D'abord, tu les mets dans ta bouche, juste comme ça, mets dans la bouche. Voilà, tu manges vraiment les terpènes. Ça va? Place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine avec la CCI et les experts comptables. Moi, je vous dis à demain, 19h. Salut! Pas facile de circuler à Karlsruhe ces temps-ci. Pour les automobilistes provenant du Palatinat, les travaux de rénovation du pont sur le Rhin à Karlsruhe-Maxau riment avec embouteillage. Une fois arrivés à Karlsruhe, les barrières du projet, appelées Kombi-Lösung, leur barrent la route. Derrière, les travaux progressent bien. On en voit déjà les avancées, par exemple sous le tunnel de la place Mendelssohn. Alors que les températures avoisinent les 2 degrés, environ 10 mètres sous les voies des tramways, les ouvriers fourmillent. L'un des ouvriers en bâtiment applique le béton encore frais. Petit à petit, le coffrage extérieur du tunnel prend forme. Dans 3 ans, les voitures devront pouvoir passer ici. Ici, dans la Kriegstrasse, nous avons déjà produit 2 sections de tunnels pour les voitures et tout à l'est, une autre vers le centre, au niveau du jardin aux nymphes. Désormais, nous travaillons de part et d'autre de cette partie jusqu'à ce que le tunnel soit achevé. Sur la place Mendelssohn, les travaux progressent également. Une partie de la tranchée atteint pratiquement sa profondeur finale. C'est ici que le béton est appliqué et que le coffrage est posé. Plus que quelques mètres et les ouvriers du bâtiment auront terminé cette partie. Le radier isolera la construction de l'eau souterraine et le coffrage la consolidera. Nous sommes encore dans les temps. Nous avons commencé en avril 2017 et nous n'avons pour le moment pas pris le moindre retard sur la Kriegstrasse. La société de BTP Kassik envisage que le tunnel du métro sous la Kaiserstrasse soit prêt pour décembre 2020. Le tunnel pour les voitures devrait quant à lui être ouvert à la circulation l'année suivante. Côté coût, il devrait toujours s'élever à environ 1,3 milliard d'euros. D'ici là, les automobilistes devront s'armer de patience. Les rues barrées, les déviations et les rétrécissements de voies ressemblent en effet à un parcours du combattant. Une boîte de crème hydratante, un casque d'acier criblé de trous et des débris de couleur ocre. Les ouvriers des travaux du stade de football de Karlsruhe n'arrêtent pas de trouver des objets témoignant des traces du passé. Ils nous racontent comment les habitants de la ville vivaient avant les 2 guerres mondiales. En décembre dernier, les ouvriers ont fait une sacrée découverte, un relief. C'est un relief qui pèse presque 2 tonnes. Pendant plusieurs décennies, le dresseur de chevaux agitant le fouet se trouvait sous le Wildparkstadion. D'après les archéologues, il proviendrait de la période entre 1870 et 1914. Le relief se trouvait alors sur un bâtiment détruit pendant la Grande Guerre. Des responsables de monuments classés essaient de découvrir d'où provient le relief. Début février, un habitant de Karlsruhe leur a donné un indice.
Il semblerait que le relief provienne du vieux gymnase de l'école de Goethe au sud-ouest de la ville. Ce gymnase a été complètement détruit. Nous aurons donc recours aux images historiques que nous allons essayer de trouver dans les prochains jours et grâce à elles, nous pourrons classer l'objet. Régulièrement, les ouvriers du bâtiment extraient des restes du passé. Sous les débris de la Première Guerre mondiale, ils ont trouvé par exemple un morceau de carte historique. Ils trouvent aussi des objets du quotidien, un casque d'acier troué et une boîte de crème Nivea. Selon les experts, ces objets n'ont cependant que peu de valeur. D'après Benjamin Pfala, les ouvriers du bâtiment pourraient à tout moment tomber sur un plus grand trésor. En tant qu'entreprise de surveillance de construction, nous participons entre autres à cela. Sinon, c'est la société de construction qui est briefée qui va décider si l'on doit mettre de côté telle ou telle pièce en fonction de sa taille, par exemple. Après, nous ne retournons pas chaque pierre. En revanche, si nous faisons à nouveau une découverte de cette taille, comme celle de ce grand relief, alors oui, nous arrêterons les machines et nous extrairons l'objet pour le poser de ce côté-ci. Afin de classer le relief au dresseur de chevaux, les experts cherchent des images du gymnase, de l'école de Goethe et de la ville. Il est certain que le Wildparkstadion n'a pas fini de dévoiler ses secrets.